Ce 7 novembre 2024, c'est le top départ d'un circuit de 12 jours au Népal, pays situé au pied de l'Himalaya. Le départ se fait de Roissy-Charles de Gaulle et nous avons la chance de voyager à bord d'un Airbus A380. Il nous faudra environ 7 heures pour rejoindre Dubaï, où nous faisons une escale de nuit dans cet aéroport ultramoderne. Après 2 heures d'escale, nous reprenons un vol d'environ 4 heures en direction de Katmandou. À l'arrivée sur Katmandou, nous avons une vue somptueuse à travers le hublot sur la chaîne de l'Himalaya et ses sommets à plus de 8000 mètres d'altitude. Le Népal est un pays de 147 000 km², enclavé entre l'Inde et la Chine et peuplé d'environ 31 millions d'habitants. L'altitude du pays fait le grand écart entre 60 mètres au sud et 8849 mètres au sommet du toit du monde, l'Everest. Nous atterrissons en début de journée à Katmandou, capitale du pays située à 1400 mètres d'altitude. Au menu ce midi, des momos, spécialités népalaises qui sont une sorte de raviolis fourrés à la viande et cuits à la vapeur. Nous prenons ensuite possession de nos chambres d'hôtel très confortables. L'après-midi est consacré à une balade à pied dans le centre de Katmandou. On y croise de nombreux rickshaws, ces vélos à 3 roues utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes. Mais les véhicules les plus nombreux sont les scooters et les petites motos qui pullulent bruyamment dans les rues étroites. Ici, un pick-up très coloré, avec son immatriculation atypique pour nous. Après un passage dans cette cour intérieure d'immeubles, nous déambulons dans les rues étroites du centre de Katmandou, bordées de nombreux petits commerces essentiellement alimentaires et dont les étals débordent bien souvent sur la rue. Voici une séquence où l'on voit que la circulation des piétons et des 2 roues est bien entremêlée. En fait, c'est un peu le bazar. Ici, un minuscule magasin de chaussures, et là, le drapeau népalais, seul drapeau au monde qui ne soit pas rectangulaire. Là, un exemple du réseau électrique au Népal. Bon courage aux électriciens locaux. Nous passons devant ce stupa entouré de moulins à prière, que nous ne manquons pas d'essayer. Retour ensuite à l'hôtel, avec cette vue nocturne de Katmandou depuis le toit de l'établissement. Le matin du 2e jour, nous montons sur le toit de l'hôtel où se trouve également la piscine pour avoir une vue de Katmandou, cette fois de jour. La ville s'étend au pied des collines environnantes et on peut remarquer la quasi-absence d'immeubles de grande taille, la sismicité intense de la région interdisant probablement de telles constructions. Nous prenons ensuite le car qui nous fait passer devant ces immeubles colorés pour nous rendre sur un site religieux bouddhiste incontournable de Katmandou, Swayambhunath, situé sur une colline en périphérie de la ville.
L'accès au site par cet escalier en pierre de 365 marches est réservé aux pèlerins. Nous devons faire le tour pour emprunter l'accès autorisé à tous. De nombreux drapeaux de prière tibétains inondent et colorent le ciel du site. Également appelé Temple des Singes, on sait maintenant pourquoi. Beaucoup de chiens errants occupent également les lieux. Le site est assez animé. Nous sommes samedi et ce jour est pour beaucoup de Népalais consacré à la pratique religieuse. Le week-end au Népal, c'est en effet le vendredi après-midi et le samedi, le dimanche étant le premier jour de travail de la semaine. Ici, un groupe de moines bouddhistes, et là, des Népalais se rendant à une cérémonie. Les statues en pierre représentant Bouddha sont omniprésentes, où Bouddha est figuré avec différentes positions des mains, chacune ayant une signification propre. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est une vraie usine à gaz. Un peu plus loin, on trouve pour les touristes des échoppes de taille de pierre, ou d'autres proposant de jolies peintures représentant des scènes himalayennes. Nous voici en haut de l'escalier de 365 marches réservé aux pèlerins, et du haut duquel nous avons une belle vue sur Katmandou. L'escalier débouche juste au pied du monumental stupa blanc, vieux d'environ 2000 ans. De nombreux moulins à prière sont également présents. C'est le moment de faire un vœu. Nous croisons de nombreux groupes de croyants en tenues très colorées, qui organisent des cérémonies les unes à côté des autres. Les offrandes et les billets de banque circulent allègrement. Et voici notre guide très sympathique, Guitesh, au milieu d'une belle collection de stupas en pierre. La situation du site de Swayambunat au sommet d'une colline permet d'avoir une belle vue panoramique sur Katmandou et les reliefs environnants. C'est maintenant l'heure de déjeuner, avec au menu de la soupe et un mix de poisson, de viande et de poulet. Après le repas, une balade en rickshaw est au programme dans le centre de Katmandou, l'occasion de s'insérer dans la circulation pas vraiment bien disciplinée. Le terminus de cette balade se situe à proximité de Durbar Square dans le vieux Katmandou, lieu où se trouvent de nombreux temples et l'ancien palais royal. Nous déambulons au milieu de tous ces temples distants les uns des autres de quelques dizaines de mètres, et où là aussi, nous pouvons voir de nombreux groupes en tenue très colorée participer à des cérémonies aux quatre coins de cet ensemble religieux. L'extrême ferveur religieuse des Népalais, comme ceux que l'on voit sur les images à suivre, m'interpelle sur le besoin qu'ont certaines personnes à se soumettre autant à un dieu ou à des croyances. Nous poursuivons ensuite vers une place plus commerciale, où les bâtiments portent encore les stigmates du terrible tremblement de terre de 2015, qui avait causé des dégâts considérables et fait plus de 8000 morts dans le pays.
Nous entrons maintenant dans l'ancien palais royal avec sa cour intérieure carrée et son unique garde qui accepte volontiers de poser pour la photo. Nous assistons en fin de journée à la brève apparition à un balcon d'une Kumari, jeune fille sélectionnée sur de nombreux critères et qui est vénérée comme une déesse vivante. Le 3e jour du voyage est consacré à la visite de la ville de Patan, où nous accédons par cette porte colorée au milieu d'une circulation de 2 roues dense et comme toujours anarchique. Patan est une ancienne ville royale située dans la périphérie de Katmandou et séparée de la capitale par la rivière Bagmati. Patan est également un ancien centre d'enseignement religieux bouddhiste, ce qui explique la présence de nombreux temples qui, comme à Durbar, se côtoient dans un espace restreint. La religion principale au Népal est de loin l'hindouisme, à environ 80%, devant le bouddhisme à environ 10%. Les 2 religions sont assez proches et se mélangent avec harmonie. Il n'est pas rare que de nombreuses personnes soient à la fois bouddhistes et hindouistes. Après la visite de ce petit temple pour se mettre en jambes, nous déambulons dans le centre en captant ici et là des scènes de vie des Népalais. Les lieux de culte sont omniprésents et les commerces d'articles religieux comme celui-ci doivent marcher du feu de Dieu. Sur chaque place ou placette, il y a un temple ou un lieu de prière. Ici, un bel étalage de bols tibétains, mais nous y reviendrons plus tard. Nous arrivons maintenant à Patan Durbar Square, qui nous rappelle tout à fait la place Katmandou Durbar Square visitée la veille. On y trouve en effet, comme hier, un grand nombre de temples ou de lieux de culte concentrés dans un petit périmètre. Après un tour rapide de la place, nous entrons visiter l'ancien palais royal situé à proximité. Construit de briques rouges et de bois, le palais abrite plusieurs cours et un petit musée. On y trouve cette représentation de plusieurs gestes des mains reprises dans les différentes postures des divinités hindouistes et bouddhistes, gestes que l'on retrouve sur ces statuettes en vitrine. Sur la dernière photo, on comprend mieux l'intérêt de certaines postures bouddhistes. Sur un autre sujet, voici le trône des rois de Patan. Nous voici maintenant dans la cour du Mulchok, où l'on peut voir au centre le bassin qui servait au bain rituel de la famille royale, bassin orné d'une multitude de statuettes en pierre. Après cette visite, nous avons un peu de temps pour déambuler sur Patan Durbar Square, au milieu des nombreux temples. Ici, une maison toujours étayée 9 ans après le séisme de 2015. Nous nous dirigeons ensuite vers un commerce qui vend entre autres des bols tibétains artisanaux. Nous avons droit à une démonstration des vertus des ondes positives dégagées par ces bols, qui va déclencher une fièvre acheteuse pour certains d'entre nous. Il est maintenant temps de déjeuner sur la terrasse de ce restaurant, qui offre une belle vue sur Patan Durbar Square. Là, une urne à offrande. On va dire que le commerce du culte marche plutôt bien au Népal.
En parlant d'argent, voici les 7 coupures courantes de 5 roupies à 1000 roupies. Le plus petit billet valant environ 3 centimes et demi d'euros, il n'y a pas de pièce de monnaie au Népal. Nous sommes dimanche, donc un jour travaillé, et pourtant il y a toujours autant de monde pour des cérémonies qui ont lieu un peu partout. Nous entrons dans un petit temple avec la porte gardée comme souvent par 2 lions. Et une fois à l'intérieur, nous assistons là aussi à une cérémonie avec moult offrandes, bougies, prières et chants. Nous quittons Patan en fin de journée pour nous rendre dans un autre lieu de culte, hindouiste cette fois, le temple de Pachupatinath, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. L'ensemble religieux est situé au bord de la rivière Bagmati, qui joue le même rôle que le Gange en Inde, et Pachupatinath peut être qualifié de Bénarès du Népal. Des vaches sacrées en liberté et des brahmanes sont présents en nombre ici. Nous sommes ici devant un temple réservé exclusivement aux hindouistes. L'entrée est ornée par des représentations des divinités Ganesh avec sa tête d'éléphant, Shiva et Vishnu. Les berges de la rivière Bagmati sont aménagées pour procéder à la crémation des défunts hindouistes et plusieurs cérémonies ont lieu simultanément. Ce 4e jour de voyage, nous quittons Katmandou et ses temples pour nous rendre au sud du Népal, dans le parc national de Chitwan, situé à quelques kilomètres de la frontière indienne. Nous traversons les faubourgs de la ville et nous trouvons rapidement un paysage très vallonné, avec une circulation très dense sur une route chaotique et très poussiéreuse. La route que nous empruntons est la route qui relie Katmandou à l'Inde, et environ 10 000 véhicules empruntent quotidiennement cette route. Nous voyons sur ces images un aperçu des conditions de circulation. La distance à parcourir est de 190 km et le temps de route annoncé est de 5 heures, soit un petit 40 km/h de moyenne. Il faut dire qu'en plus d'une circulation dense, des travaux se déroulent tout le long du trajet et nous circulons bien souvent sur une piste en terre. Les portions goudronnées sont rares. Le pays fait face à un double problème concernant l'aménagement routier. D'un côté, des travaux sont entrepris pour asphalter des portions de route pour améliorer le réseau, et d'un autre côté, tous les ans, la mousson avec ses pluies diluviennes détruit une partie du travail accompli. Il faut donc réparer les dégâts. Donc tout ça n'avance pas bien vite, et on a l'impression de circuler dans un chantier géant et perpétuel, et de vivre ce que l'on voit à la télé dans l'émission Les routes de l'impossible. Ici, des cultures en terrasse, et là quelques exemples de véhicules toujours très colorés. Nous avançons cas un cas et arrivons finalement à destination au bout de 7h30, soit une moyenne, tenez-vous bien, de 25 km/h.
En arrivant vers Chitwan, nous voyons beaucoup de rivières asséchées au bord des routes, et les Népalais sont nombreux dans les champs. Nous sommes en effet en pleine saison de la récolte du riz. L'hôtel où nous sommes est encore une fois très confortable. Les petits logements individuels offrent une courette intérieure avec canapé, une chambre très vaste d'un côté et des sanitaires nature de l'autre. C'en est presque gênant d'être logé dans ces conditions dans un pays où les habitants vivent de façon très rudimentaire. Après avoir fait un petit tour d'horizon dans les jardins tropicaux de l'hôtel, avec ici la piscine, nous assistons au coucher du soleil sur la rizière, puis à un spectacle de danse folklorique. Le temps est très brumeux et plutôt frais au matin du 5e jour de voyage. Les paysans sont déjà à l'œuvre dans les rizières. La matinée est consacrée à un safari dans le parc national de Chitwan. Ce parc, d'une superficie d'environ 930 km², est situé dans la région frontalière avec l'Inde au sud du pays et à une altitude d'une centaine de mètres en plaine. On peut voir ici quelques éléphants domestiques à l'entrée du parc. Nous progressons à bord de 4x4 sur une piste du parc et ne tardons pas à observer les premiers animaux, comme ce singe entelle ou bien cette perruche verte. Un peu plus loin, ce sont des crocodiles parfaitement immobiles que nous pouvons voir dans un espace à découvert. Le paysage de cette jungle est constitué de marécages entourés de savanes de hautes herbes et de forêts denses, un peu comme ce qui est décrit dans le livre de la jungle de Kipling. On voit aussi quelques biches, dont celle-ci qui se dirige tout droit vers ce crocodile. Attention, gros danger en vue. Mais finalement tout se passera bien, elle fera demi-tour à temps. Le parc de Chitwan est l'un des derniers sanctuaires en Asie pour des espèces menacées comme le tigre du Bengale ou le rhinocéros asiatique à une corne. Nous espérions voir au moins un rhinocéros, mais la chance n'est pas avec nous, et nous terminons le parcours dans cette ferme où sont élevés des gavials parqués par tranche d'âge. Ce singe déambule tranquillement au milieu des visiteurs, et avant de quitter le parc, nous retentons un petit tour dans la jungle. Et là, nous pouvons apercevoir un rhinocéros asiatique à une corne dans ses hautes herbes. Alors c'est un vrai coup de chance, ou un bon tuyau de la part des gardes du parc. Allez savoir. L'animal massif et majestueux finit par disparaître dans les hautes herbes. Avant de partir, nous croisons ce groupe de singes dans la forêt en pleine séance de toilettage. Nous rentrons ensuite à l'hôtel en croisant ces Népalais occupés à leurs tâches quotidiennes. Dans l'après-midi, nous faisons un petit tour à vélo dans la campagne environnante, au milieu des rizières où la récolte bat son plein.
C'est l'occasion de capturer quelques images de la vie simple des habitants de cette région. Ici, quelques gerbes de riz qui ressemblent beaucoup aux anciennes gerbes de blé de nos campagnes d'autrefois. En soirée, nous partons pour une balade en bateau sur la rivière Narayani, dans l'espoir d'y observer des gavials dans leur milieu naturel. Nous embarquons dans des pirogues étroites où il vaut mieux ne pas faire le mariole. Sur la berge, ce n'est pas un gavial que nous voyons, mais un crocodile complètement immobile. Nous naviguons à un rythme très tranquille sur les eaux calmes de la rivière, à bord de ces pirogues très effilées. Après avoir vu quelques animaux sur les berges de la rivière, nous avons la chance de voir quelques gavials comme celui-ci nager à fleur d'eau. Après avoir débarqué, nous nous rendons dans un village Tarou, ethnie de la région qui vit de façon très rudimentaire de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture. L'habitat est très sommaire, mais ceci n'empêche pas de vivre heureux. Le 6e jour du voyage est en partie consacré au trajet de 190 km à faire pour rejoindre Pokhara au pied de l'Himalaya, avec un temps de route estimé comme il y a 2 jours pour une distance équivalente à environ 5 heures. Sur la route, nous croisons de nombreux véhicules typiques du pays, toujours très colorés. Un chauffeur de camion m'autorise à monter dans sa cabine. Expérience sympa. Un peu plus loin, Gitesh, notre guide, nous propose de nous arrêter pour traverser un pont suspendu qui enjambe une rivière. Ces ouvrages, au nombre de plusieurs milliers au Népal, permettent aux habitants de traverser facilement les nombreuses rivières du pays. Avant la construction de ces ponts suspendus, les traversées à gué étaient périlleuses, surtout en période de mousson. Ici, la cuisine de ce petit point de restauration, et là, l'arrière-cuisine. Nous sommes très contents d'avoir eu l'occasion de franchir un de ces ponts emblématiques du Népal et de faire quelques photos souvenirs. Nous poursuivons ensuite notre trajet en traversant des localités avec ses habitations sommaires au bord de la route et ses incontournables câbles électriques suspendus. Une pause avec ce joli panorama au bord d'une rivière nous offre la possibilité de goûter à une spécialité indienne et népalaise très prisée, le thé masala, qui est finalement un thé au lait et aux épices. C'est un peu particulier, mais vraiment bon.
Nous continuons avec des paysages plus ruraux, à un rythme pas forcément très rapide sur ces routes en perpétuel chantier, mais nous avançons sans encombre pourvu que ça dure. Hélas, à une dizaine de kilomètres du but, nous resterons bloqués pendant plus d'une heure sans en comprendre la raison, car nous sommes dépassés par de nombreux véhicules en tout genre qui se faufilent dans le moindre espace. Voici quelques images de ce joyeux bazar dû au manque de discipline des usagers qui appliquent la règle du premier arrivé, premier à passer. Nous arrivons quand même à l'hôtel en fin de journée, en égalant notre record d'il y a 2 jours, 190 km en 7h30. Nous repartons en fin de journée pour une balade en bateau sur le lac Pewa, un des plus grands du Népal avec ses 3 km de longueur. Vous pouvez apercevoir sur notre front un point rouge, le tika, porté par les hindous et apposé pour porter bonheur ou en guise de bienvenue. De retour sur la berge, une cérémonie religieuse s'y déroule. Tiens, ça faisait longtemps. Le matin du 7e jour, nous quittons notre hôtel confortable de Pokhara pour nous rendre plus au nord, au pied de l'Himalaya, dont nous pouvons déjà voir de loin quelques sommets à 6500 mètres d'altitude et même davantage. En chemin, nous faisons un arrêt pour visiter ce centre bouddhiste avec son temple et son énorme moulin à prière. L'intérieur est très coloré et une statue de Bouddha coexiste avec un portrait de Tenzin Gyatso, 89 ans et 14e réincarnation du Dalai Lama. Une école se trouve à proximité et ici les élèves portent l'uniforme. Le sommet pointu que nous voyons est le Matchapuchar, qui signifie queue de poisson et qui culmine à 6993 mètres d'altitude. Nous sommes maintenant au départ d'un petit trek d'environ 3 heures qui nous conduit à Dampus au pied de la chaîne de l'Himalaya et où nous passerons la nuit.
La première partie du trek est un peu raide, avec de nombreuses marches, mais en montant chacun à son rythme, ceci ne pose aucun souci. Ici, deux femmes népalaises avec leur hôte qui sert de moyen de transport de toutes sortes de marchandises. Nous randonnons sur une portion du fameux trek du Tour des Annapurna, et les quelques mots échangés avec des marcheurs qui viennent de le terminer donnent vraiment envie de tenter l'aventure un jour. Nous arrivons maintenant au camp de base australian qui sert de halte et de bivouac aux trekkers. Le dénivelé s'adoucit à partir de cet endroit et le reste de la randonnée se fera sans difficulté. Nous rencontrons même quelques buffles bien paisibles sur notre chemin. Nous arrivons à Dampus vers 14 h pour un déjeuner tardif, puis nous consacrons l'après-midi à une balade dans les environs. Nous avons ici une vue sur ces cultures en terrasse, et là des scènes de la vie quotidienne des Népalais qui vivent ici de façon simple et rudimentaire. Le ciel a été brumeux une bonne partie de la journée, et nous ne voyons rien des sommets himalayens qui nous entourent. Ici, une photo d'une partie du groupe avec les deux Sherpas qui nous accompagnent, dont l'un au centre a déjà gravi 6 fois l'Everest. Chapeau bas, monsieur. En soirée, nous partageons un bon apéro organisé autour de ce feu de camp, un moment bien sympa et convivial. Nous passons ensuite à table pour un repas népalais traditionnel. Le 8e jour commence par un énorme choc visuel. Imaginez, vous ouvrez la porte de votre chambre à 6 h du matin et voici ce que vous voyez. La brume de la veille a complètement disparu et devant nous se dressent quelques-uns des plus hauts sommets himalayens. Le spectacle est magnifique et tellement inattendu. On va faire les présentations. Ici le Yihun-Chuli, altitude 6441 mètres. Au fond à droite, l'Annapurna 4, 7525 mètres. Et là, le Matchapuchar, 6993 mètres. Ce sommet blanc au loin pourrait être l'Annapurna Dakshin, 7219 mètres. Après ces quelques photos souvenirs, nous redescendons prendre un copieux petit déjeuner népalais, avant de récupérer nos affaires dans nos chambres fermées par un simple cadenas. Original, non ? Le soleil s'est maintenant levé et nous retournons au belvédère admirer ce paysage époustouflant sous un ciel magnifique. Il existe dans le monde 14 sommets de plus de 8000 mètres, tous sont en Asie et 8 se trouvent au Népal. Il est maintenant temps de redescendre dans la vallée, l'occasion de faire quelques photos de fleurs.
Au loin, dans ces arbres, nous apercevons 2 singes à tête blanche. La descente se fait par des escaliers en pierre parfois faciles, parfois un peu plus pentus, mais il n'y a vraiment aucune difficulté. Quelques scènes de vie au passage, des maisons toujours très colorées et même un lieu de culte perdu en pleine nature. Ça faisait longtemps. Après être bien descendus, nous retrouvons des cultures en terrasse, des meules de paille de riz et au loin là-bas, un homme qui laboure une parcelle de terre à l'ancienne avec ses bœufs. Vers 11h, nous prenons la route pour Dulikel à 250 km de là, à l'est de Katmandou, pour un trajet qui s'annonce long. Nous ne serons pas déçus, il sera long, et même très long. La circulation n'est pas forcément très dense, mais les multiples zones de travaux nous ralentissent énormément. Nous sommes à la saison sèche, le sol est sec et très poussiéreux, mais je vous laisse imaginer le bazar que ça doit être à la saison de la mousson quand il pleut sans arrêt pendant 3 mois. Ça doit être infernal de circuler sur ces routes. Quelques photos prises en roulant et nous arrivons à destination vers 22h, après 11 heures de trajet pour parcourir ces 250 km. Je vous laisse calculer la moyenne. Le matin du 9e jour, réveil à 6h pour admirer comme la veille la chaîne himalayenne. Sur ce panneau, une photo panoramique avec ce que l'on devrait voir. Et voici ce que l'on voit en réalité, c'est-à-dire rien ou pas grand-chose. La brume est bien présente ce matin, on ne peut pas avoir de la chance tous les jours. Nous attendons un peu, mais malgré le soleil qui tente de percer, la brume est tenace sur les sommets, et nous repartons bredouille. On se dit qu'on a quand même eu de la chance hier. Nous nous rendons ensuite à la cité médiévale de Bhaktapur, située sur la route de Katmandou. Quelques photos prises du Caire sur le trajet qui montrent ces immeubles colorés qui se ressemblent plus ou moins, avec leurs façades briquetées. Ici, un pont suspendu qui permet aux visiteurs de se rendre au pied de cette statue géante haute de 43 mètres, dont je vous écris le nom pour ne pas avoir à le prononcer, et qui est la deuxième plus haute statue du monde représentant Shiva. Nous arrivons en fin de matinée à la cité médiévale de Bhaktapur, et nous entrons dans la ville en passant par ce petit marché de fruits et légumes. Sur cette petite place, du riz est en train de sécher, étonnant en pleine ville.
Et il n'y a pas que du riz sur cette placette, il y a aussi un stupa. Nous déambulons dans les rues étroites de la cité en croisant de drôles d'engins. Ici, sur le sol, voici 2 rangolis, art indien qui consiste à faire des dessins par terre avec des fleurs. Les constructions avec leurs façades en briques et leurs balcons en bois sculpté sont vraiment caractéristiques du pays. Les statues de divinités sont partout, même au restaurant. Là, un artiste qui travaille sur un mandala, ces dessins géométriques en forme de cercle, où chaque détail d'une finesse incroyable est un symbole particulier pour les bouddhistes tibétains. La réalisation d'un modèle complexe peut demander plusieurs mois de travail. Ce n'est pas fait pour les impatients. Nous continuons à déambuler dans les rues étroites de la cité avec une omniprésence de lieux de culte ou de stupas. Dans cette rue commerçante, on peut constater que les normes d'hygiène du pays sont bien éloignées des nôtres. Quelques scènes de vie capturées ça et là avant d'arriver sur la place du Darbar. Devant nous, le temple hindou de Nyatapola, qui avec ses 30 mètres de hauteur, est le temple le plus haut du pays. La place du Darbar est très semblable au Durbar Square de Katmandou et de Patan, une grande place piétonne où s'entassent un grand nombre de temples et de pagodes divers. Cette jeune fille qui pose ici serait une très jeune mariée. Nous faisons tranquillement le tour de la place avec tous ces temples et lieux de culte. La différence avec les places semblables visitées auparavant, c'est l'affluence qui est ici assez faible, rendant l'endroit encore plus agréable. Le soleil est bien présent aujourd'hui et il a dû taper un peu trop fort sur la tête de Guitesh qui se prend pour Bouddha. Nous quittons cette magnifique place pour nous rendre dans un quartier tout proche où œuvrent de nombreux artisans potiers. Bhaktapur est en effet un lieu très réputé au Népal pour ses poteries. Le repas du midi sera pris vers 15 h dans ce restaurant assez classieux. Après le repas, nous nous rendons à Bodhnath, haut lieu du bouddhisme népalais situé à la périphérie de Katmandou. Nous retrouvons la capitale et sa circulation très dense, avec énormément de 2 roues motorisées.
Bodnat est une place circulaire avec à son centre un énorme stupa de 40 mètres de diamètre, qui est un des plus grands au monde et dont la construction remonterait au XIVe siècle. On trouve des moulins à prière tout autour du stupa, ainsi qu'une belle collection de drapeaux à prière tibétains. Il y a énormément de monde et la circulation piétonne se fait obligatoirement dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, un groupe de moines accepte de poser pour la photo. Et là, le stupa éclairé, c'est magnifique. À la sortie de Bodnat, nous sommes un peu obligés de forcer le passage pour traverser la rue. Les piétons ne sont pas à la fête au Népal. Le repas du soir sera pris dans un restaurant avec une animation de danse traditionnelle. On y verra même le Yeti. Le repas traditionnel népalais est vraiment très copieux pour un soir et extrêmement épicé. Ça arrache dur. Dixième jour de voyage et dernier réveil népalais ce matin. La journée sera consacrée à la visite de la petite ville de Bungamati au sud de Katmandou. Loin de l'agitation de la capitale, la vie semble tranquille ici. De nombreuses portes en bois sont finement sculptées, avec des représentations de divinités ou ici du nœud sans fin, symbole de la vie éternelle. Bungamati est en effet habité par l'ethnie des Newar, dont la spécialité est la sculpture sur bois et dont nous pouvons voir beaucoup d'artisans à l'œuvre. Le résultat de ce travail est tout simplement splendide. Nous poursuivons avec la visite d'un temple parmi tant d'autres. Il n'y a pas de pénurie en la matière ici aussi. Bungamati étant entouré de rizières, chaque espace de la ville est occupé par le séchage des grains de riz. Ici, un temple toujours en réfection depuis le tremblement de terre de 2015. Et là, des plants de cannabis qui poussent en pleine rue, disponibles en self-service. Formidable, non ? Au loin, sur le haut de la colline, nous pouvons apercevoir un drapeau népalais, ici en gros plan. Nous continuons à déambuler dans la ville en alternant scènes de séchage de riz et visites de temples comme celui-ci, dont l'entrée est gardée par un couple de lions colorés.
Allez, un dernier temple pour la route et une belle vue sur ce pont suspendu en pleine ville, avec beaucoup de déchets en dessous. Les Népalais ne sont malheureusement absolument pas sensibilisés au problème de la gestion des déchets. Nous empruntons finalement ce pont pour nous rendre à notre dernier repas népalais. Celui-ci se déroule sous un préau qui ressemble plus à une école maternelle qu'à un restaurant. Le repas traditionnel népalais, servi dans un plateau en cuivre, est encore une fois délicieux, mais alors très épicé. Il est temps ensuite de rejoindre l'aéroport pour un départ en soirée en direction de Dubaï, où nous arrivons en pleine nuit. La ville semble bien animée malgré l'heure tardive. Après 4 heures d'escale, nous repartons pour un vol de 7 heures vers Paris, où nous arrivons au petit matin. Et voilà, fin du circuit Népal 2024.